que vous venez d'écrire un livre qui raconte votre itinéraire. Et donc, on apprend, enfin, certains le savaient déjà, que vous avez des origines iraniennes pour la moitié de votre famille. D'ailleurs, vous préférez dire persan. Hein. Comment vous vivez cette guerre alors, est-ce que ça modifie, est-ce que ça vous touche plus particulièrement ce qui se passe autour de... Évidemment que ça me touche. J'ai encore plus beaucoup d'éléments de ma famille en Iran, mais quelques-uns, un cousin auquel je suis très attaché. Et puis j'ai une sensibilité qui, comme aurait dit Victor Hugo, me porte à l'empathie vis-à-vis des souffrances du peuple iranien. Ça, c'est évident. Et c'est tous les matins, quand j'ouvre le poste vers 5h30, pour écouter les nouvelles, pourvu qu'il n'y ait pas encore une tragédie en Iran. Et ces tragédies, elles sont autant internes que externes. Je n'ai pas besoin de développer ce point. Mais le deuxième élément, c'est que ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je suis pratiquement le seul à souffrir de ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire qu'il y a d'une part de l'indifférence gigantesque pour les souffrances. Vous parlez du peuple iranien. Du peuple iranien. Une fois qu'on a enlevé le pétrole... S'il n'y a pas d'indifférence, il y a pire encore, il y a de l'instrumentalisation. Et ça me choque beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, par exemple, qu'au premier jour, l'armée états-unienne a tué 180 jeunes collégiennes dans une école, une école du sud de l'Iran, à Minab. Oui. Qui en a parlé? Quel chef d'État, quel chef de gouvernement a versé une larme? Les journaux, les télévisions. Vous en avez parlé. Largement. Largement, on pourrait faire un débat sur l'adverbe. Mais je veux dire que si vous prenez... Moi, je suis professeur de relations internationales. J'écoute les chancelleries. Est-ce que vraiment, il y a une chancellerie au monde? Et vous voyez que pour moi, ce n'est ni Est, ni Ouest, ni Nord, ni Sud, qui vraiment et réagit à cette horreur. Imaginez que le même drame se fût produit dans d'autres pays. Et vous imaginez les réactions indignées, les sanctions qui eussent été prises. Mais pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Bertrand Badi, vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Vous les connaissez, les diplomaties, vous les connaissez, les diplomates, vous les connaissez, les chefs d'État. Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, je l'explique de manière, hélas, très froide. Il y a un principe de verticalité qui organise le système international. Il y a des humains qui sont plus humains que d'autres et d'autres qui le sont moins. Il n'y a pas une égalité devant la vie, il n'y a pas une égalité devant la mort, il n'y a pas une égalité devant la souffrance. Vous savez, j'ai écrit, avant le livre auquel vous faites référence, un autre qui s'appelle « Le temps des humiliés », où j'explique que l'humiliation est un des paramètres essentiels des relations internationales. L'humiliation est probablement le facteur qui a été le plus belligène dans notre histoire contemporaine. Eh bien, quand vous avez le sentiment, parce que ce sentiment-là, je l'ai entendu, perçu, que la mort des vôtres n'est pas prise en compte, eh bien, à ce moment-là, vous avez la rage. Et la rage n'est pas bonne conseillère en relations internationales. Mais vous ne pensez pas que cette relative indifférence est liée aussi à la détestation que suscite non pas les Iraniens, évidemment, mais le régime, les mollahs. Oui, alors il ne faut pas dire les mollahs, parce que ce régime n'est pas le régime des mollahs. Vous savez, mollah, disons la République islamique. Voilà, le gardien de la Révolution. La République islamique fait horreur à beaucoup de gens. Ils se disent, oui, c'est vrai, ce bombardement est tragique, mais ils l'ont bien cherché aussi. Comment expliquez-vous, Laurent Geoffrin, que des régimes dictatoriaux, sanguinaires, qui ont le privilège d'être alliés de certaines superpuissances, eux, se voient tout permis. C'est pas une question de hiérarchie, parce que... si, justement. Je sais pas, les Saoudiens, vous faites référence aux dictatures du même genre en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, etc. Oui, je fais référence à l'explication que vous donnez en disant le régime n'étant pas sympathique, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, nous nous retrouvons là-dessus. Eh bien, en plus, il nous désigne comme ceux qui meurent sous son couvercle
eh ben, c'est bien fait pour eux, alors que les pauvres, non seulement ils y sont pour rien. Dire. Oui, mais enfin, vous voyez la pente. Vous voyez la pente. On imagine la pente. Et justement, si on se replace d'un point de vue de ce conflit, parce qu'on l'aura compris, et vous avez parfaitement raison, Bertrand Badi, la réalité du conflit, c'est que c'est un conflit qui est économique. Aujourd'hui, au moment où l'on se parle, les États-Unis exercent toujours un blocus sur le détroit d'Ormuz. Les Iraniens expliquent que si le blocus continue, ils vont taper à nouveau les Américains. Cette diplomatie n'arrive pas à avancer. Vous évoquiez en préambule de notre conversation le fait que ces négociations, comme on l'entend, ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Certes, comme on l'entend, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Comment est-ce qu'on se parle? Ou est-ce qu'en réalité, l'issue la plus probable, c'est le retour des hostilités et la fin du cessez-le-feu? C'est pas dit, c'est un risque que je prends très au sérieux, mais ce n'est pas dit. Pourquoi? Parce que dans ce conflit actuel, à l'exception peut-être d'Israël qui a une stratégie, enfin de Netanyahou qui a une stratégie jusqu'au boutiste, il y a 192 États sur 193 membres des Nations Unies qui ont intérêt, et plus qu'intérêt, un intérêt perçu, donc une volonté d'arrêter ce conflit. Parce que ce conflit dégénère. Est coûteux, parce que ce conflit ne peut pas aboutir à une victoire claire. Cette idée a déjà été brevetée, hélas, de manière dramatique. Donc, il y a un très curieux consensus, comme on en trouve rarement dans les conflits qui ont marqué notre histoire, pour y mettre un terme. Alors, seulement, comment on fait? Comment on fait, puisqu'on ne parle pas la même langue? La difficulté, elle est double. Elle est que des deux protagonistes essentiels, les États-Unis et l'Iran, l'un et l'autre sont certains que le vis-à-vis veut arrêter le plus vite possible. Et ça, c'est très dangereux. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes persuadé que celui qui vous fait face est désireux d'arrêter le plus vite possible, bah, vous faites monter les enchères. Oui, c'est le dernier quart d'heure. Quoi. Maintenant, le deuxième élément, c'est de se demander, et c'est ça la vraie équation, comment convertir ce consensus quasiment général de cette volonté d'arrêter, comment la transformer... La matérialiser. La matérialiser, exactement. Pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas publiquement, cette volonté générale? À part écoutez, les Européens qui disent qu'il vaut mieux faire après, mais... Oui, d'abord parce que le langage de la négociation n'est surtout pas celui-là. Vous vous imaginez aller à une table de négociation, « Oh, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais que ça s'arrête ». Non, évidemment. Non, je ne parle pas des deux protagonistes, mais par exemple, les Chinois ne disent rien. Ils pourraient dire arrêtez cette... Parce que vous ne les écoutez pas attentivement, qu'on n'entend pas les bons canaux. Mais vous savez, la parole chinoise en diplomatie est tout à fait différente de la parole occidentale. La parole occidentale, c'est la parole tonitruante. C'est trousse sociale, c'est Donald Trump. Voilà, qui inonde les médias. Les Chinois, c'est pas du tout ça. Les Chinois vous parlent à l'oreille, et vous passent des messages. Et il y a par exemple quelque chose dont on parle assez peu. Dites-nous. En mai prochain, le mois prochain, dans quelques jours même, le président des États-Unis est censé aller en visite officielle à Pékin. Bon, les Chinois disent, si la guerre continue, ça ne sert à rien que vous veniez chez nous. Bah, ça, c'est une pression sur les Américains. C'est une pression, c'est ce que j'appelle une pression systémique. Alors, si les Américains... Est-ce que Trump peut se payer un deuxième report, puisqu'il y en a déjà eu un, de son voyage à Pékin. Et est-ce qu'un deuxième report ne signifierait pas la mise en congé, en quelque sorte, du dossier asiatique par la diplomatie américaine? Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal ce soir. Néanmoins, pas d'Islamabad pour les deux émissaires américains? Bon, mais pourquoi pas d'Islamabad? Parce qu'ils ne sont pas allés à Islamabad. Mais vous nous expliquez qu'on peut discuter. Il est allé, il a probablement fait autre chose que du golf, lui. Il a dû parler à tout un tas de gens. Il leur a parlé, il a donné effectivement les contingences iraniennes. La vraie diplomatie, c'est parler, j'allais dire, c'est parler en silence. Si vous acceptez l'oxymore. C'est pas public. Ne pas... effectivement, publier ce que vous dites. Donc, on n'en sait rien. Alors, comment est-ce que vous énervement tout à l'heure, il est là. C'est-à-dire les gens qui disent « Ah ben non, c'est raté, ça n'a pas marché. » On n'a pas dit ça, mais néanmoins, on essaie de se projeter. Oui, bien sûr, Bertrand Badi, je ne le prends pas personnellement. Mais si on essaie de se projeter un instant tout de même, parce que le monde attend des réponses, ça n'est pas rien, un détroit d'Ormuz qui est bloqué. Il y a des conséquences catastrophiques. Il n'y a pas que le pétrole, il y a les engrais, il y a tout un système alimentaire mondial qui est impacté et qui est sous tension avec une vraie épée de Damoclès au-dessus du monde. Comment est-ce qu'on débloque cette situation ?
quels sont les signaux peut-être faibles que nous ne percevons pas, peut-être que nous n'entendons pas les bons canaux, quels sont les signaux faibles qui laissent présager que le conflit se résoudrait par la diplomatie? Alors, encore une fois, je n'en sais rien, parce que la reprise des hostilités, une reprise violente, avec montée aux extrêmes, n'est pas du tout à exclure. Ce qu'en revanche je dis, c'est qu'il faut suivre attentivement, plutôt que les billets d'avion des négociateurs potentiels, l'accumulation de paramètres qui rendent de plus en plus dangereuse, inefficace et contre-productive cette guerre. Si vous comparez la situation d'aujourd'hui, 25 ou 26, je ne sais pas, avril, 25. Avant la guerre, au 28 février dernier, le rapport coût-gain s'est totalement inversé. Alors, il y a des dirigeants du monde... Mais du coup, c'est un échec américain manifeste, ou bien il est trop tôt pour le dire? Mais très clairement. Qu'est-ce que c'est un échec américain? C'est quand le rapport de force ne donne pas un résultat clair permettant de distinguer un vainqueur d'un vaincu. La superpuissance américaine, il ne faut pas oublier, c'est 1500, ça va être 1500 milliards de dollars par an de budget militaire. Quelqu'un qui a de telles ressources et qui, au bout de 40 jours, ne parvient pas à faire plier un nain militaire et un faible, est en situation d'échec. Maintenant, ce qu'il faut méditer, et là aussi je suis étonné que personne ne le fasse, c'est les ressources énormes que depuis 1945, le nouveau jeu international a donné aux faibles contre les forts. Et ça, c'est des choses que la pensée stratégique n'arrive pas à intégrer et que, notamment aux États-Unis, on n'arrive pas à comprendre. Les faibles sont toujours les faibles? Pardon? Les faibles sont toujours les faibles? Une fois qu'on a dit tout cela? Il y a des faibles, il y a des forts. On parlait de la symétrie de la guerre. Il y a en tous les cas des dotés et des non-dotés, des ressources et des non-ressources. Les atouts dont vous parlez, par exemple? Alors, c'est d'une part, il y a des atouts techniques, il y a des atouts sociologiques et des atouts globaux. Au-delà de la résilience? Alors, les atouts techniques, c'est par exemple utiliser des armes qui coûtent très peu cher et qui sont d'une efficacité redoutable. Les moustiques, c'est le dernier épisode dont on a parlé. Il y a ensuite des atouts sociaux, c'est-à-dire la manière dont on peut gérer les opinions publiques et notamment gérer cette espèce de fibre nationaliste dans une société civile qui, par ailleurs, déteste le régime politique en place aujourd'hui à Téhéran. Mais c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et puis, il y a surtout des ressources globales, c'est-à-dire la conviction que la mondialisation a un talon d'Achille qui se confond avec le corps états-unien et qu'en touchant à ce talon d'Achille, on peut paralyser le monde entier. Ça, alors, vous diriez, c'est une faiblesse qui devient force. Moi, je ne dirais pas que ça devient force, parce que c'est plus compliqué que ça. La force, c'est relationnel. Nous avons quitté ce monde relationnel, ce monde du bras de fer, ce que le président des États-Unis ne veut pas comprendre, que Barack Obama avait déjà deviné dans sa pensée. C'est pour ça qu'il disait « leadership from behind »,« no boots on the ground », etc. Là, on a un retour à la puissance nue, la puissance pure, et celle-ci, elle échoue. Ça ne vous paraît pas efficace? 10 dernières secondes. Où est-ce que ça a été efficace depuis 1945? Nulle part. L'histoire nous l'a prouvé. Et pour nous, au Sahel, mais aussi jusqu'en Kanaki, on a vu que le rapport de force ne résout rien.